Je m'appelle Graham Ellsworth. J'ai 34 ans et je vis à Chicago où je travaille comme chercheur en psychologie comportementale à l'université. Mon salaire, 85 000 dollars par an, n'a rien d'extraordinaire, mais il suffit pour mener une vie confortable. Un appartement d'une chambre près de Northwestern, un café chaud chaque matin et une routine stable qui, jusqu'à récemment, semblait être l'image parfaite de l'équilibre. Pendant 5 ans, j'ai vécu ce que je croyais être une relation solide avec Lydia Harcourt, une coordinatrice marketing de 30 ans gagnant environ 60 000 dollars par an dans une entreprise du centre-ville. Nous étions fiancés depuis presque 3 ans et notre mariage était prévu pour septembre 2024. Tout semblait parfaitement planifié. Chaque étape, chaque budget, chaque week-end passé à visiter des appartements où nous pourrions emménager après la cérémonie. Lydia vivait encore avec 2 colocataires dans Lincoln Park, partageant un loyer de 2 400 $ à trois. Mon propre logement, plus proche du campus, me coûtait 1 900 $ par mois. Mais l'emplacement était idéal pour mon travail. Le plan était simple. Après le mariage, elle s'installerait chez moi. Et dans 1 an ou 2, nous chercherions quelque chose de plus grand, peut-être un petit condo avec balcon et un chien. Le rêve américain sans excès. Si vous aimez les histoires de vengeance froide et de retournements brutaux, vous comprendrez ce que j'ignorais encore alors. Derrière la stabilité apparente, quelque chose se préparait déjà. En juin 2024, Lydia avait prévu un voyage de 3 semaines en Europe avec ses amies d'université, Sarah, Jessica et Amanda, le même groupe avec qui elle avait déjà voyagé 2 fois auparavant. Je n'y voyais aucun problème. En réalité, je l'y avais encouragée. Après des mois de stress liés à l'organisation du mariage, elle méritait un peu de répit. La veille du départ, nous avions dîné dans notre restaurant italien favori, sur Rush Street. Lydia semblait excitée, les yeux brillants, en me montrant sur son téléphone l'itinéraire. Paris, Barcelone, Rome, Amsterdam, une tournée européenne classique. Elle me parlait des musées qu'elle voulait visiter, des restaurants que Sarah avait repérés, des photos qu'elle prévoyait de prendre. Rien ne paraissait suspect. Ce que j'ignorais, c'est qu'en coulisses, elle commençait déjà à s'éloigner numériquement. Plus tard, je comprendrais que tout avait été soigneusement préparé. Modification discrète des paramètres de confidentialité, suppression d'anciennes photos, une purge méticuleuse annonçant le coup final. Le lendemain matin, une légère brume d'été recouvrait l'aéroport international OR. Je l'y avais conduite, aidant avec la valise et les passeports. Le terminal était bondé. Famille, hommes d'affaires, enfants ensommeillés. Nous retrouvâmes ses amies au comptoir d'enregistrement, toutes rayonnantes d'excitation. Dans la file de sécurité, Lydia tenait ma main et parlait de banalités. Le forfait international, l'adaptateur de prise, l'assurance voyage. Une conversation banale de couple avant une séparation temporaire. Puis, soudainement, elle s'arrêta net. Là, au milieu du flux humain, entre les valises et les annonces dans les haut-parleurs, elle fixa le sol et dit à voix basse « Graham, je crois qu'il faut qu'on fasse une pause. » Je crus mal entendre. Le vacarme du terminal brouillait les mots. « Comment ça, une pause ?» demandai-je. Elle leva enfin les yeux. Son regard était calme, préparé. Cette phrase, je le compris immédiatement, n'était pas spontanée. J'ai besoin de temps pour réfléchir. À nous, à tout. Ses amis, déjà passés au contrôle, lui faisaient signe d'accélérer. J'essayais de garder mon calme, bien que mon esprit tourne à toute vitesse. « Lydia, on se marie dans 3 mois. Réfléchir à quoi exactement ?» Elle haussa les épaules, comme si nous parlions d'un dîner à reporter. « J'ai juste besoin d'un peu d'espace, pour remettre les choses en perspective. Et tu choisis de me dire ça ici, à l'aéroport, juste avant de partir pour 3 semaines ? Je ne l'avais pas prévu comme ça. Mais le moment me semble bon. On en reparlera à mon retour, d'accord ?» Sarah agitait les bras derrière le portique. Lydia attrapa sa valise, me donna un baiser rapide sur la joue, et sans un regard en arrière, disparut dans la foule. Et c'est ainsi que, au milieu du terminal le plus fréquenté de Chicago, ma vie est devenue un long silence. L'après-midi même, j'essayais de l'appeler. Boîte vocale. J'envoyais un message. « Peut-on parler de ce que tu voulais dire ?»
Sans réponse. WhatsApp. Message livré, jamais lu. Le soir venu, je compris. Elle m'avait bloqué partout. Facebook, Instagram, même LinkedIn, où nous étions connectés professionnellement. En moins de 24 heures, Lydia Harcourt avait effacé mon existence numérique, tout en postant des selfies de voyage. Et moi, je restais là, à Chicago, au milieu des cartons d'invitation et des factures de dépôt, tentant de comprendre comment on passe d'un mariage planifié à un silence total. Les premiers jours après le départ de Lydia furent un brouillard d'incompréhension. Ce n'était pas vraiment de la douleur, pas encore, mais une désorientation totale. Tout semblait déplacé, comme si quelqu'un avait réarrangé les meubles de ma vie pendant mon sommeil. Mon premier réflexe, en tant que psychologue, fut d'analyser le comportement. Mais cette fois, il n'y avait rien de rationnel. Aucune trace des schémas de fuite, de conflit ou de défense que j'étudiais d'ordinaire. Elle n'avait pas simplement pris ses distances. Elle s'était volatilisée. 3e jour. C'est là que j'ai pris ma première vraie décision. Si Lydia voulait de l'espace, alors je lui en donnerais. Tout l'espace du monde. Mais j'allais aussi traiter la situation comme une étude de cas. Des faits, des preuves, une chronologie. J'ai commencé par les prestataires du mariage. Premier appel, le musée d'histoire de Chicago, où la réception devait avoir lieu. Madame Patterson, la coordinatrice, m'a écouté en silence, puis a soupiré. Monsieur Ellsworth, croyez-le ou non, ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne le pense. Nous pouvons conserver votre dépôt pendant 90 jours, au cas où vous vous réconcilieriez. Passé ce délai, nous devrons libérer la date. J'ai pris une inspiration. Ce ne sera pas nécessaire, annulez tout. Je garde les frais. Êtes-vous sûr? Cela fait 3000 $, monsieur Ellsworth. J'en suis sûr. Et ainsi de suite. Le traiteur, 4500 $. Le photographe, 1800. La fleuriste, 1200. Le groupe de musique, 4000. Et même les retouches de la robe de mariée, déjà payées par Lydia, mais non remboursables, 800 $. Chaque appel téléphonique était une petite coupure invisible. Mais après chaque confirmation d'annulation, je me sentais plus léger. C'était comme démonter, pièce par pièce, une illusion soigneusement construite. La conversation la plus douloureuse fut avec mes parents, à Springfield. Ma mère a pleuré. Mon père, plus pragmatique, m'a demandé « Tu es certain de ne pas agir sous le coup de l'émotion ?»« Papa, elle m'a bloqué avant même de monter dans l'avion. » Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui veut arranger les choses. Les femmes peuvent être compliquées, fils. Peut-être qu'elle a simplement besoin de temps. Ce n'est pas une question de mariage, papa. C'est une question de respect. On ne résout pas des problèmes d'adultes en disparaissant. La 2e semaine, les rumeurs ont commencé à circuler. Jake, un ami commun, m'a dit avoir vu des photos d'elle à Barcelone, sur une terrasse, un verre de vin à la main, entouré de touristes. Tyler, un autre ami, m'a montré des stories. Lydia dansant dans une boîte à rhum, puis sur une plage de la Côte d'Azur, enlacée à un Italien nommé Marco. Pendant ce temps, j'étais à Chicago à expliquer poliment à chaque fournisseur que le mariage n'aurait plus lieu. Puis, la 3e semaine, un message de David, collègue et ami, a tout changé. Sa compagne, Emma, était amie avec Jessica, l'une des filles du voyage. Et Jessica, par erreur, avait partagé publiquement une capture d'écran d'un groupe privé avant de la supprimer. Les messages venaient de Lydia. Elle y décrivait son fiancé comme un homme contrôlant, envahissant, qui la pressait de se marier. Elle se présentait en victime courageuse, cherchant à reprendre le contrôle de sa vie. Et le pire, elle affirmait à ses amis qu'à son retour, elle me pardonnerait mes réactions impulsives et que nous finirions sûrement par organiser un mariage plus intime. Je lus ces lignes 3 fois. Puis je me mis à rire. Rire, oui. Un rire sec, nerveux, presque incrédule. L'audace avait quelque chose de fascinant. Ce soir-là, j'ai pris ma 2e décision importante. Documenter tout. J'ai créé un dossier intitulé « Faits », où j'ai classé les captures d'écran, les reçus d'annulation, les relevés d'appels bloqués. J'ai établi une ligne du temps exacte, commençant par ces mots à l'aéroport. Je crois qu'on doit faire une pause. Enfin, j'ai pris une 3e décision.
effacer Lydia de mon espace de vie. Ses affaires occupaient la moitié de mon appartement. Ses robes, ses crèmes, ses livres, son lait d'amande bio dans mon réfrigérateur. Tout y était. Un samedi entier, je passais à tout emballer. Vêtements, objets de salle de bain, accessoires de cuisine. 14 cartons bien alignés dans le salon. Chaque objet intact, soigneusement emballé. Puis j'envoyai un message à Amanda, sa colocataire. « Tu peux venir chercher les affaires de Lydia quand tu veux. Elles sont à la réception. Miguel t'aidera. » Elle répondit 1 heure plus tard. « Graham, tu n'en fais pas un peu trop ?» Elle voulait juste un peu de temps pour réfléchir. Ma réponse fut brève. Les adultes qui veulent réfléchir ne bloquent pas leur partenaire sur tous les canaux avant de disparaître pendant 3 semaines. Le lendemain, les cartons avaient disparu. Et pour la première fois depuis des semaines, je dormis profondément. La semaine suivante, je redécouvris une chose oubliée, le calme. Je repris le sport, m'inscrivis à un cours de cuisine, recommençai à lire. Chaque matin, je me sentais un peu plus moi-même. Lorsque Lydia m'écrivit à nouveau, 6 semaines après son départ, j'étais déjà devenu quelqu'un d'autre. 3 jours avant son retour prévu, mon téléphone vibre. Un numéro international. Un message WhatsApp, cette fois depuis une carte SIM étrangère. « Graham, j'essaie de te joindre depuis des jours. Il faut qu'on parle quand je rentre. Je suis prête à arranger les choses. » Je restais un long moment à fixer l'écran. 6 semaines de silence. Et maintenant, tout à coup, elle était prête. Comme si j'avais passé 1 mois et demi à attendre sa bénédiction pour reprendre la vie là où elle l'avait laissée. Je tapais lentement. Il n'y a rien à arranger. J'ai tourné la page. Réponse immédiate. Comment ça, tourner la page ? J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Tu as eu 6 semaines pour réfléchir, Lydia. Moi aussi. Le mariage est annulé. Tes affaires sont avec ta colocataire. C'est fini. Quelques secondes plus tard, tu es ridicule. On peut reprogrammer le mariage. Je me rends compte maintenant que j'avais simplement le trac. C'est normal, Graham. Tout le monde doute avant le grand jour. Je relus le message. Elle pensait vraiment que disparaître 6 semaines était un simple accès de panique prénuptiale. Je éteignis mon téléphone et allai me coucher. Le lendemain, Miguel, le portier de mon immeuble, m'appela au travail. « Monsieur Ellsworth, une femme demande à vous voir dans le hall. Elle dit être votre fiancée. Elle n'est plus ma fiancée, Miguel. Si elle a besoin de quelque chose, qu'elle m'appelle. Ne la laissez pas attendre. » 25 minutes plus tard, mon téléphone sonna. Lydia, de son vrai numéro cette fois. Elle m'avait débloqué. « Graham, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Miguel m'a dit que je ne pouvais pas monter. C'est absurde. » Sa voix sonnait différente, plus dure, plus impatiente, teintée d'une colère étrangère. « Je t'ai dit que c'était fini, Lydia. Je le pensais vraiment. Par WhatsApp ? Tu mets fin à 5 ans de relation par WhatsApp pendant que je suis à l'étranger ? » Je ris, mais sans joie. « Tu as mis fin à cette relation à O'Hare, avant même d'embarquer pour Paris. J'ai juste officialisé ce que tu avais commencé. » Je n'ai jamais dit que c'était fini. J'ai dit qu'on avait besoin d'une pause. Ce n'est pas la même chose. Ah non ? Parce que, de là où j'étais, sans nouvelles, sans possibilité de contact, ça ressemblait drôlement à une rupture définitive. Et puis, les larmes. Pas celles de la douleur, non. Celles du drame. Le même chantage émotionnel qu'autrefois, quand elle pleurait parce qu'un restaurant était complet ou qu'un week-end tombait à l'eau. « Graham, s'il te plaît, voyons-nous. Parlons-en. » J'ai paniqué. Le mariage, le déménagement, tout m'a submergé. J'avais besoin de respirer. Tu avais besoin de respirer pendant 6 semaines en Europe, pendant que moi, j'annulais nos dépôts ? Tu as annulé le mariage ? Sa voix monta d'un ton presque hystérique. Oui, parce que tu m'as laissé sans un mot. Je ne t'ai rien demandé de tout ça ? Non, tu n'as rien dit. Et c'était bien le problème. La conversation dura 10 minutes de plus. Toujours le même refrain. Elle voulait juste réfléchir, se retrouver, mettre de la distance. Et moi, je lui rappelais qu'on ne bloque pas quelqu'un sur tous les canaux quand on veut simplement réfléchir. J'évoquais les photos à Barcelone, Rome, Nice. Son ton changea immédiatement. « Qui t'a parlé de ça ? Tu m'espionnes ?
Quand on poste publiquement, Lydia, ce n'est pas de l'espionnage. Tes amis ont des amis, et Chicago est une petite ville. Donc tu m'as traqué sur les réseaux. C'est maladif, Graham. Franchement, c'est inquiétant. Et voilà, le retournement de rôle. Je l'attendais. Le coup classique, inverser la faute, se poser en victime. Je suis fatigué de cette conversation, Lydia, et de tout le reste. Ne m'appelle plus. Mais bien sûr, elle a rappelé. Encore et encore, pendant 3 jours, depuis des numéros différents. Ses colocataires, ses collègues, même sa sœur cadette, Rachel, infirmière à Milwaukee. Rachel, plus polie mais insistante. Je ne comprends pas, Graham. Lydia dit que tu as tout annulé sans prévenir, qu'elle est dévastée. Rachel, t'a-t-elle mentionné qu'elle m'a dit « on fait une pause » avant de me bloquer partout pendant 6 semaines? Silence. Rachel? Elle a dit que c'était une décision mutuelle. Que vous aviez convenu d'un temps de réflexion? Mutuelle? Elle l'a annoncé à la porte d'embarquement. Et ensuite, elle a disparu. Ce n'est pas mutuel, c'est de l'abandon. Silence encore. Puis Rachel, timidement, elle reconnaît qu'elle a mal agi. Mais elle veut arranger les choses. Tu pourrais au moins lui parler? Non, et je ne le ferai pas. Le jeudi suivant, Lydia se présenta à mon bureau. En pleurs, dans le hall du département de psychologie, implorant une conversation. La sécurité dut la raccompagner dehors. Ensuite, elle apparut à ma salle de sport, puis à mon supermarché, puis, comble de l'absurde, chez mes parents, à Springfield. 2 heures de route, juste pour expliquer sa version à ma mère. Ce fut la goutte d'eau. Je créai un groupe de messages avec 10 personnes, nos parents respectifs, Rachel, ses colocataires Sarah et Amanda, et quelques amis communs, David, Emma, Tyler, Jake. Mon message était simple, neutre, factuel. Bonjour à tous. Il semble y avoir beaucoup de confusion. Voici les faits. Le 15 juin, à l'aéroport O'Hare, Lydia m'a dit qu'elle voulait une pause. Elle m'a ensuite bloqué sur tous les réseaux et sur mon téléphone pendant 6 semaines, le temps de voyager en Europe. Pendant ce laps de temps, j'ai annulé notre mariage et les services associés. Elle est revenue il y a 3 jours et souhaite reprendre contact. J'ai choisi d'aller de l'avant. Ce message vise uniquement à clarifier les événements. Merci de votre compréhension. Les réactions furent immédiates et explosives. Ma mère m'appela, bouleversée. Lydia lui avait raconté une toute autre version. Sarah m'envoya « Tu te rends compte que tu partages ta vie privée en groupe ?» Rachel écrivit 3 paragraphes défendant le droit de sa sœur à avoir des doutes. Mais 20 minutes plus tard, je reçus un message privé de Jessica. « Graham, je pense que tu devrais savoir que pendant tout le voyage, Lydia ne parlait que de sa liberté retrouvée. Elle a eu des aventures dans 3 villes différentes et disait que la pause était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Elle n'a commencé à paniquer que quand Sarah lui a montré ton message annonçant les annulations. Tu devrais connaître la vérité. » Je lui répondis simplement « Jessica, si tu es à l'aise pour partager ça avec le groupe, je crois que tout le monde mérite de savoir ce qui s'est réellement passé. » 5 minutes plus tard, Jessica publia dans le groupe. J'étais en voyage avec Lydia. Elle a dit pendant 3 semaines qu'elle se sentait enfin libre et qu'elle voulait profiter. Elle a eu plusieurs aventures. Ce n'est que lorsqu'elle a vu que Graham avait vraiment tourné la page qu'elle a paniqué. Désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt. Le silence qui suivit fut total. Plus d'appels, plus de messages, plus de visites inattendues. Lydia tenta un dernier acte désespéré. Et ce fut le pire. Le samedi suivant devait être ordinaire. Je m'étais levé tôt, allé au gymnase, pris un café sur le chemin du retour. La routine, la stabilité retrouvée, mais en ouvrant la porte de mon appartement, je m'arrêtai net. Lydia était là, assise sur mon canapé, comme si elle n'était jamais partie. Une lettre à la main, son regard oscillant entre défi et supplication. Miguel, le portier, m'expliqua plus tard. « Monsieur Ellsworth, je suis désolé. Elle m'a montré une clé, disant que vous l'attendiez. Quand elle n'est pas redescendue après 1 heure, j'allais vous appeler. Ce n'est pas grave, Miguel. Elle est persuasive. Mais à l'avenir, même si quelqu'un a une clé, appelez-moi avant de le laisser entrer. » Je refermai la porte. Lydia se leva lentement. Sa voix douce,
presque tremblante. J'ai écrit une lettre. Tout y est expliqué. Expliqué quoi? Le blocage? Les 6 semaines de silence? Le groupe de messages? Ce que je ressentais? Pourquoi j'avais besoin d'espace? Ce que tu représentes pour moi? Je restais immobile. Tout, dans sa posture, respirait la manipulation. La vulnérabilité calculée, le ton brisé, les larmes prêtes à tomber mais retenues pour maximiser l'effet. Lydia, rends-moi la clé et pars. Maintenant. Elle hésita, puis tenta une dernière justification. Tu as vu ce que Jessica a écrit? Elle était ivre la moitié du voyage. Elle se trompe sur beaucoup de choses. Je soupirai. Je me fiche de ce que Jessica se souvient, ou non. Ce qui compte, c'est que tu as cru normal de disparaître pendant 1 mois et demi et de revenir ici comme si rien n'avait changé. Son visage se durcit. Tu vas vraiment jeter 5 ans de ta vie pour une erreur? Je ne jette rien. C'est toi qui as tout détruit à O'Hare. Alors, enfin, elle me tendit la clé. Avant de franchir la porte, elle se retourna, le visage plein d'amertume. Tu sais quoi, Graham? Peut-être que c'est mieux comme ça. J'ai sûrement évité une erreur. Un homme qui humilie sa fiancée dans un message groupé n'est pas quelqu'un que je veux épouser. Et voilà. Le dernier renversement. Le geste final pour réécrire l'histoire à son avantage. Je ne dis rien. Je la laissai partir, la porte se refermant doucement derrière elle. Et soudain, tout devint silencieux. Un silence dense, profond, libérateur. Je ne m'étais pas protégé d'une balle. J'avais évité une bombe nucléaire. Les semaines suivantes furent étrangement paisibles. Après des mois de tension, de stress, de préparatifs, le calme me semblait presque irréel. Plus de rendez-vous avec les prestataires. Plus de disputes sur les couleurs des nappes ou l'ordre des tables. Plus besoin de marcher sur des œufs pour éviter ces crises de mauvaise humeur. Je découvrais, peu à peu, le plaisir du vide. Je rentrais chez moi sans appréhension. Je pouvais travailler, dormir, cuisiner, sans qu'un reproche surgisse au moindre détail. Je me plongeais dans ma recherche sur les comportements humains en situation de crise. Ce sujet, que j'avais laissé traîner des mois, devint soudain fascinant. Je rédigeais un article pour le Journal of Applied Psychology. Je repris contact avec d'anciens collègues, lançais de nouvelles collaborations universitaires. Je remplissais enfin ma vie de choses réelles, pas de promesses creuses. À la fin du mois d'août, je participais à une conférence à Seattle. Je présentais mon étude, reçus de bons retours, et surtout, je revis Patricia Williams, professeure à Stanford et amie d'université. Nous dînâmes ensemble, face au port illuminé du Pike Place Market. À un moment, elle posa son verre et me dit « Graham, Stanford cherche quelqu'un avec ton profil. Une bourse de 2 ans, avec possibilité de poste permanent. Salaire d'environ 120 000 $, plus un budget de recherche. Et puis, soyons honnêtes, parfois, un changement de décor est exactement ce qu'il faut. 6 mois plus tôt, j'aurais refusé sans hésiter. Lydia avait son travail ici. Nos familles étaient à proximité. Nous avions une vie déjà tracée. Mais ce soir-là, en regardant le soleil descendre sur Puget Sound, j'ai compris. Je n'avais plus de chaîne, plus de nous, plus de plus tard. Seulement moi. Envoie-moi les détails, Patricia. Je suis intéressé. Pendant ce temps, à Chicago, la vie de Lydia s'effritait. David me rapporta que, selon Emma, plusieurs de ses amis s'étaient éloignés après les révélations de Jessica. Apparemment, son voyage de réflexion avait perdu son aura spirituelle quand tout le monde avait appris qu'il s'agissait surtout d'une tournée de bars et de flirts. Au travail, la situation se dégradait aussi. Jake, un collègue à elle, me confia un soir au bar. Elle racontait à tout le monde que tu étais froid et distant. Mais quand les gens ont vu les captures du groupe, eh bien, disons que la version s'est effondrée. Elle a même tenté de dire que tu l'as harcelée après la rupture, jusqu'à ce que quelqu'un rappelle l'histoire de l'aéroport. Son chef lui a demandé de laisser ses problèmes personnels à la maison. Je ne ressentis pas de triomphe. Mais il y eut un apaisement discret, une satisfaction calme. Pas celle de la vengeance, mais celle de la vérité qui finit toujours par remonter à la surface. En septembre, le mois où nous aurions dû nous marier, je reçus une lettre certifiée.
3 pages manuscrites envoyées par Lydia. Son écriture élégante sur du papier cher, parfumé au jasmin. Cette fois, le ton avait changé. Elle admettait ses torts, reconnaissait que bloquer quelqu'un était puéril, qu'elle aurait dû mieux communiquer. Mais même dans son repentir, elle ne pouvait s'empêcher de se dédouaner. Elle disait avoir été écrasée par la pression sociale, qu'elle avait eu peur de s'engager trop vite, qu'elle devait se retrouver avant de se marier. Et à la fin, je crois que nous avons tous les deux beaucoup appris. Peut-être pourrions-nous recommencer, lentement, comme amis. Repartir sur des bases saines, avec plus de compréhension. Je lus la lettre 2 fois, puis je la rangeai dans mon dossier « Fait ». Pas pour y répondre, mais pour me souvenir. Parce qu'en quelques lignes, elle résumait tout. L'incapacité à reconnaître ses choix, le besoin de transformer chaque faute en blessure subie. Même son mea culpa sonnait comme un plaidoyer d'innocence. Elle n'avait pas abandonné son fiancé à l'aéroport. Elle avait été victime de la pression de la société. Je ne répondis pas. 2 semaines plus tard, j'acceptai officiellement le poste à Stanford. Le déménagement vers la Californie se fit presque sans effort, comme si la vie elle-même avait décidé d'alléger mon bagage. Début décembre, j'ai empaqueté mes livres, mes notes de recherche et quelques souvenirs neutres de Chicago. Tout ce qui portait encore la trace d'elle, je l'ai laissé derrière moi, sans colère, juste par désintérêt tranquille. Mes parents accueillirent la nouvelle chacun à leur manière. Ma mère, les larmes aux yeux, craignait la distance. Mon père, toujours pragmatique, résuma d'une phrase. « Fils, parfois, la vie nous force à changer de direction. L'important, c'est de ne pas refuser les bonnes bifurcations. » Il avait raison. Pendant les dernières semaines à Chicago, je terminais mes cours, réglais les formalités administratives, et peu à peu, un sentiment d'équilibre s'installait. Chaque boîte fermée, chaque document signé, me rapprochait d'une paix que je n'avais jamais connue. Un après-midi de décembre, je pris un café à Lincoln Park, ce quartier où Lydia vivait autrefois. C'est là que je croisai Sarah, une de ses amies de voyage. Elle hésita un instant avant de venir vers moi. « Graham, salut. »« Salut, Sarah. Comment tu vas ? » ?»« Très bien. Je pars en Californie le mois prochain. Nouveau travail, nouveau départ. » Elle hocha la tête avec un sourire timide. « C'est génial. Tu le mérites. » Elle hésita, baissa les yeux, puis reprit. « Je voulais te dire. » « Je suis désolé. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Lydia nous avait dit que vous aviez décidé ensemble de faire une pause. Je ne savais pas qu'elle t'avait bloqué. Si j'avais su... » « Ce n'est pas grave, Sarah. Tout ça est derrière moi. Vraiment. » Elle hocha la tête encore une fois, puis murmura. « Elle ne va pas bien, tu sais. Elle regrette beaucoup. Elle dit qu'elle a tout gâché. » Je la regardai un instant, et je sentis rien. Ni colère, ni nostalgie, ni satisfaction. Juste une sorte de curiosité paisible, celle qu'on éprouve en repensant à un rêve ancien dont les contours s'effacent. « J'espère qu'elle trouvera la paix, » répondis-je. Mais ce n'est plus mon problème. Sarah sourit faiblement et s'éloigna. Je sortis du café, respirai l'air froid de l'hiver et compris. J'étais libre. Janvier 2025. L'aéroport OR, le même lieu où tout avait basculé. Mais cette fois, je partais par choix. Je n'étais plus l'homme abandonné, confus, vidé. Je savais exactement où j'allais et pourquoi. L'avion prit de l'altitude et les lumières de Chicago disparurent sous la brume. Je regardais la ville rapetissée, sans amertume. Ce voyage-là, à la différence du sien, n'était pas une fuite. C'était un commencement. C'est ironique, songeai-je. Lydia était partie pour se retrouver. Mais en réalité, c'est moi qui m'étais trouvé. Elle avait cherché la liberté dans la fuite. Je l'avais trouvée dans la lucidité. Aujourd'hui, 8 mois plus tard, j'écris ces lignes depuis mon appartement à Palo Alto. La bourse à Stanford est devenue un poste fixe au département d'économie comportementale. Mon travail prospère, mes recherches avancent, et j'ai enfin des collègues qui me stimulent intellectuellement. Je me suis fait de vrais amis. Et oui, je fréquente quelqu'un. Quelqu'un qui parle quand quelque chose ne va pas, qui préfère la franchise à la fuite, la discussion à la disparition.
Avec elle, j'ai compris qu'aimer, ce n'est pas éviter les conflits, c'est savoir les traverser ensemble. À 35 ans, j'ai enfin la vie que j'aurais dû mener depuis longtemps. Une vie sans explication à donner, sans drames à réparer, simplement mienne. Parfois, on me demande si je regrette la façon dont tout s'est terminé. Je réponds sans hésiter. Pas du tout. Lydia voulait une pause. Je lui ai accordé une pause définitive. Et c'est peut-être la plus subtile des vengeances. Construire une vie si meilleure que l'ancienne ne mérite même plus la nostalgie. Quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, pas avec des mots, mais avec des actes, crois-le dès la première fois. C'est la dernière leçon que Lydia m'a apprise, et la seule qui en valait la peine.